Bon les gars, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau décryptage, j'espère que vous êtes bien installés. On y va. Nous voilà donc réunis aujourd'hui pour faire le décryptage de la marque Asphalt. C'est vraiment une marque qui se revendique engagée sur beaucoup de plans. Donc on va voir si ce qu'ils font est aligné avec ce qu'ils disent. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur un beau coup de Trafalgar, c'est-à-dire du greenwashing, ou est-ce que nous avons affaire à une marque réellement engagée qui mérite réellement qu'on la soutienne. On va commencer par l'analyse du compte Instagram comme d'habitude, et là en fait je me rends compte qu'il y a deux comptes Instagram, un Asphalt homme et un Asphalt femme, puisque à l'origine Asphalt, c'était vraiment une marque qui faisait de la mode pour hommes. Ça me permet d'ailleurs de voir qu'il y a écrit exactement la même chose sur les deux profils. Ça aussi, ça aurait pu être un piège, c'est-à-dire faire un marketing rose et un marketing bleu. Mais non, il y a marqué la même chose, c'est-à-dire des fringues qui durent pour vous permettre de mieux consommer. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, qui suis la marque d'assez loin, pour moi, c'est leur credo, c'est la durabilité, c'est de faire des vêtements de bonne qualité qui vont durer longtemps. Et c'est ce qui permet dès le départ de se dissocier d'un modèle de la mode de fast fashion, c'est-à-dire qui produit le plus vite possible des vêtements de mauvaise qualité qui ne vont pas durer, pour qu'on soit amené, nous consommateurs, à les renouveler et à en acheter souvent, et que de toute façon ça coûte pas très cher, donc on s'en fiche finalement si ça dure pas longtemps, et qu'on en rachète 3 mois plus tard. Faire le pari de la durabilité, c'est déjà, voilà, se soustraire à ce modèle dominant, et au modèle de la mode jetable, qui est ce contre quoi on se bat depuis le début ici, parce que c'est avant tout pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Après voilà, il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu, mais déjà, se soustraire de ce modèle-là, c'est déjà beaucoup. Donc si on fait un petit tour rapide sur le compte Instagram, l'un des derniers posts, c'est pourquoi Asphalt a choisi le Made in Europe. Donc vous voyez que directement, c'est des sujets qui les importent, c'est des sujets en tout cas sur lesquels ils communiquent. Il y a une slide notamment qui précise où sont leurs fournisseurs, et pas uniquement des fournisseurs de rang 1, donc c'est-à-dire des fournisseurs de confection, parce que vous savez que ça c'est un véritable enjeu de transparence pour les entreprises. De plus en plus, les consommateurs réclament de la transparence, donc les entreprises communiquent sur là où se passe la confection, sauf que, vous le savez, si vous êtes des habitués des vidéos de décryptage, la vie d'un vêtement, ça ne démarre pas au moment de la confection, c'est-à-dire au moment où on va rassembler toutes les pièces. Non, il y a tout un tas d'autres étapes avant. Par exemple, pour un vêtement, pour du textile, il va y avoir le tissage, le tricotage, et ça, bien souvent, alors soit la marque ne le sait pas, n'a pas l'information elle-même, soit elle fait l'impasse, parce que c'est pas toujours reluisant de communiquer dessus, du genre notre tissu il a été fabriqué en Chine, et après nous on va préférer communiquer sur le fait que par exemple la confection se soit faite au Portugal. Et en fait je suis en train de me rendre compte que ce post est vraiment très intéressant parce que et la question qu'il pose, c'est pourquoi on a choisi ces partenaires européens là. Et en fait, il démonte tout de suite une idée dont on parle souvent dans les vidéos décryptage, qui est c'est pas forcément pour une affaire de qualité, parce qu'en fait la qualité on est capable aussi de la produire à l'autre bout du monde. Je vous en parle souvent, mais la Chine, c'est probablement l'un des pays qui possède les ateliers de confection les plus avancés du monde. C'est très certainement le pays où en termes de volume, il y a le plus d'ateliers haute performance du monde, très certainement. Et c'est vrai que souvent, on associe cette histoire de qualité à production, alors que moi je peux vous assurer que pour travailler avec plein de petites marques qui font du Made in France, bien souvent elles se confrontent à des problèmes de qualité avec leurs façonniers français. Donc voilà, ils nous disent que c'est pas pour une histoire de qualité, et je trouve que c'est hyper important de le souligner parce que ça rajoute de la nuance au discours qu'on entend. Et ça, mais on en a besoin en fait. On a besoin de nuances pour construire un argumentaire qui convainque le consommateur de changer, de passer à autre chose et de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il fait les choix. On a besoin de comprendre pour agir en conscience, toujours le credo. Et quelque part, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour une entreprise, se positionner comme ça dans la nuance, ce n'est pas évident, ce n'est pas un choix évident, parce que, comme toujours, les messages les plus simplistes sont ceux qui sont le plus rapidement repris, sont ceux qui sont le plus rapidement compris aussi, certainement, mais nous, c'est pas de ça dont on a besoin pour construire un monde plus juste, plus égalitaire. On a besoin que tout le monde ait toutes les clés pour comprendre les choix des uns et des autres. Donc écoutez, je suis très contente dès le départ d'être tombée sur ce post parce que j'ai l'impression que ça va générer plein de réflexions. Puisque la suite, c'est que c'est pas non plus une histoire de proximité, puisqu'il rappelle que dans l'impact environnemental du vêtement,
on considère, il me semble que c'est l'ADEME qui avait calculé ça, que le transport, ça va représenter moins de 5% de l'empreinte carbone d'un vêtement. Donc c'est vrai que bien souvent on insiste là-dessus, sur le fait que quand on produit loin, il y a un impact carbone qui va être plus conséquent que si on produit près. Mais en fait, le gros de l'impact carbone, il se trouve dans le choix du matériau et dans la façon dont on va produire le vêtement. Et aussi d'ailleurs, plus que l'on ne l'imagine, dans la durée que le consommateur va le garder une fois que le vêtement a été acheté. Le consommateur a aussi une responsabilité dans l'impact que le vêtement va avoir pendant toute sa vie. Ils expliquent donc que ce choix, c'est avant tout pour pouvoir connaître leurs fournisseurs. Évidemment, quand vous travaillez avec des gens à l'autre bout du monde, vous n'êtes pas là pour contrôler ce qu'ils font, ou alors après il y a votre empreinte carbone individuelle qui là augmente beaucoup si vous vous rendez plusieurs fois par an en Inde, en Chine, ou que sais-je. Donc ils justifient leur travail avec des ateliers locaux, en tout cas européens, par le fait qu'ils peuvent avoir un certain contrôle sur les conditions de travail des ouvriers. Ho ho. Et aussi, et ça c'est vraiment très intéressant, non vraiment c'est très chouette parce que là, en fait, je m'aperçois que dans un poste, il y a beaucoup d'éducation. Et vous savez, en général, les marques qui font à la fois du beau, du durable et qui en même temps éduquent le consommateur, pour moi, il n'y a que ça de vrai, en fait. On a besoin d'apprendre, on a besoin de comprendre pourquoi on fait les choix. Et si ce ne sont pas les marques elles-mêmes qui nous expliquent pourquoi elles font les choix, nous, c'est difficile pour nous, en fait, de comprendre ce qui se passe derrière le rideau. Elles, ce sont des choix auxquels elles se confrontent toute la journée, en fait. Quand elles essayent de concevoir un t-shirt, là, il faut qu'elles déploient toute une stratégie pour concevoir ce t-shirt de la manière la plus éthique et la plus responsable possible. Donc c'est leur métier, en fait, de se poser toutes ces questions tout au long de la journée. Nous, consommateurs, on a tous d'autres métiers. On peut pas être expert dans tout. Donc si les marques elles-mêmes ne nous expliquent pas pourquoi elles font leur choix, à quoi elles se sont confrontées, quelles sont les difficultés, pour nous, ça va représenter une montagne, en fait, de se renseigner et de comprendre. Alors évidemment, ces vidéos décryptage sont là pour ça, pour qu'on se pose tous des questions et qu'on essaye, à force de remplir notre caisse à outils pour qu'on soit tous capables de faire nos choix de la façon la plus informée possible. Mais c'est vrai que si les entreprises peuvent jouer ce jeu-là aussi, le jeu de professeur, de nous expliquer en fait où sont les difficultés, moi je trouve ça hyper intéressant. Et là en fait pourquoi est-ce que je m'enflamme avec tous ces discours? C'est parce que je vois que pour justifier le fait qu'ils travaillent avec des ateliers européens, ils parlent aussi, donc on a vu, il y avait le côté social, mais ils parlent aussi du mix énergétique. Et ça, pareil, c'est pas du tout sexy pour une entreprise de mode de parler du mix énergétique. Mais pourtant, c'est tellement important, et surtout quand on parle d'empreinte carbone. Ils expliquent en fait que le mix énergétique européen est bien meilleur que le mix énergétique asiatique, c'est évident, puisque certes, en Chine, comme je vous l'ai dit, il y a certainement en volume le plus d'ateliers haute performance et de qualité, c'est évident, mais par contre, le mix énergétique de la Chine, il repose surtout sur le charbon. Et alors là, si vous comparez l'impact carbone du charbon versus le nucléaire ou les énergies renouvelables qui représentent la majorité du mix énergétique européen, y a pas photo. En termes d'empreinte carbone, produire en Chine, c'est bien plus impactant que de produire en Europe, et pas parce que, pas à cause du transport, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à cause du mix énergétique du pays. Et donc il termine ce chouette post, que je vais liker, tiens, d'ailleurs, il mérite. Il termine en disant « Tout n'est pas parfait, mais on a le sentiment de ramer dans le bon sens, et on serait curieux de savoir ce que vous en pensez. » Donc écoutez, les gars, moi j'ai hâte d'aller voir leur site et tout ce qu'on va trouver là-dessus, parce que, écoutez, je suis très enthousiaste, ça nous met sous de bons auspices cette affaire. Sur l'analyse du compte Instagram, en revanche, ce que je peux dire pour apporter un petit peu de nuance, parce que tout ne peut pas être beau, comme ils l'ont dit, ils ne sont pas parfaits, c'est que je remarque en fait que là, ces derniers temps, les mannequins, alors franchement je suis nulle pour donner les âges, mais je sais pas, ils tournent autour, on va dire, de 50 ans. Vous voyez, ils ont la cinquantaine, les mannequins hommes. Et si je vais sur le compte Asphalt Femmes, là, en fait, on s'aperçoit que les mannequins, elles ont plutôt entre 25 et 30 ans, quoi. Il n'y a pas du tout de femmes cinquantenaires dans les mannequins. Donc cette différence de traitement est peut-être un peu étrange, je dirais. Pourquoi est-ce que leur marque s'adresserait en même temps à des hommes cinquantenaires et à des femmes trentenaires? Si je remarque ça, c'est parce que pour avoir un certain éveil féministe, pour suivre pas mal de comptes, pour avoir lu pas mal de livres féministes, je sais que la représentation
de la femme après 50 ans, il y en a pas en fait, tout simplement. Sur les réseaux sociaux, dans la publicité, enfin si, on va les retrouver, mais uniquement pour promouvoir des produits considérés vraiment de vieillesse, quoi. Or, les femmes qui ont toujours été passionnées de mode toute leur vie, après 50 ans, ça ne s'arrête pas, en fait. Elles continuent à être passionnées de mode et à aimer s'habiller. Donc là, voilà, si je peux faire une remarque, c'est ça. Pourquoi? Enfin, juste poser la question, en fait. Pourquoi est-ce que, du côté des hommes, apparemment, il n'y a aucun problème à communiquer grâce à des mannequins qui ont la cinquantaine? Parce que, en fait, si on remonte même un petit peu, on voit aussi des jeunes trentenaires, hein, du côté des mecs. Hop, comme là. Enfin voilà, en fait on s'aperçoit que la marque Asphalt, elle essaye de toucher un public entre 30 et 90 ans, quoi, du côté des hommes. Enfin, parce qu'on a l'impression, avec le choix qu'ils font de leurs mannequins, qui n'est pas un choix anodin, parce qu'en fait, les mannequins, ils portent leurs vêtements, ils représentent l'identité de leur marque. Donc voilà, on voit en analysant un petit peu les choix qu'ils font de ce côté-là, qu'ils souhaitent s'adresser à la fois à des jeunes et à la fois à des personnes plus âgées du côté des hommes, mais si on regarde vraiment l'Instagram du côté des femmes, là, il n'y a vraiment pas de différence d'âge des mannequins. Voilà, donc si je peux me permettre une petite remarque, ce serait ça, et aussi que là, pour le coup, ni du côté des femmes, ni du côté des hommes, on va avoir de représentation, ou en tout cas de diversité des corps. Là, pour le coup, on a uniquement des corps sveltes et longilignes, alors que on sait tous que la vraie vie, la réalité, c'est pas ça. On n'est pas tous comme ça. Et on sait tous aussi, là, pour le coup, voilà, Asphalt qui a une réelle volonté d'éducation, on sait tous aussi que c'est par la représentation, par la représentativité, qu'on va changer les comportements, qu'on va changer les discriminations. C'est parce qu'on va voir, parce qu'on va rendre palpable, concret la différence, que au final, cette différence-là, ce sera plus une différence. Mais on n'en est pas là en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de voir la différence représentée. Allons faire un petit tour sur le site maintenant. Il y a vraiment une ségrégation, hein. Il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille voir? On va aller voir les hommes quand même, parce que c'est par là qu'ils ont démarré. On n'est pas attaqué par une solde, un Black Friday, parce que là, au moment où je tourne cette vidéo, on est pas loin du Black Friday, hein. Il me semble que c'est la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on trouve alors sur la page d'accueil? On trouve le pull camionneur et le blouson coupe-vent, et on voit qu'il ne reste plus que 2 jours. Et ça, je suppose qu'on va le voir tout à l'heure en regardant les pages qui expliquent un petit peu comment ils fonctionnent, mais en fait, Asphalt, ils sont connus pour ça, ils sont connus pour fonctionner avec la précommande. En fait, ils conçoivent des vêtements en consultant bien souvent, voire systématiquement, je crois, leur communauté pour être sûr que ça plaise au plus grand nombre de personnes. Et une fois qu'ils se sont arrêtés sur un prototype qui leur plaît, et là, ils lancent les précommandes, histoire de produire au plus juste. Ça, à nouveau, c'est un modèle parfait pour eux, déjà, d'un point de vue économique, parce que comme ça, ils prennent pas de risques, pas trop de risques en tout cas, parce que je suppose qu'ils produisent toujours un petit surplus, pour au cas où il y aurait des problèmes avec les tailles, etc. Mais aussi, évidemment, d'un point de vue de la surproduction, puisqu'on parle beaucoup de la surconsommation, mais vous savez, tout ça, c'est dans le même cercle. Pour qu'il y ait de la surconsommation, il faut aussi de la surproduction. Et donc là, une entreprise dont le modèle repose sur la précommande, il ne participe pas, c'est clair, à la surproduction. Ensuite, il y a un petit topo, on fait quoi chez Asphalt, où ils expliquent qu'ils co-créent donc avec leur communauté des belles pièces durables et accessibles. Là, ça va être intéressant aussi de voir ce qu'ils entendent par accessible, puisque c'est évidemment un terme qui n'existe pas en valeur absolue, accessible, enfin ça peut pas être accessible pour tout le monde, ça paraît évident. Et on sait tous ici que produire une pièce dans de bonnes conditions avec un choix de matériaux avisé, etc., ça ne sera jamais un prix de fast fashion. On le sait tous, puisque les coûts de revient sont tellement grands, en fait, quand on essaye de faire les bons choix, que forcément, voilà, ça se répercute sur le prix. Mais quand on grandit, comme Asphalt, et qu'on a un modèle comme le leur, c'est-à-dire qui repose sur la précommande, donc pas beaucoup de risques financiers, et qu'en plus, on a grandi, donc on a des volumes de production qui commencent à être importants et donc on va pouvoir réduire nos coûts grâce aux économies d'échelle, et potentiellement on peut arriver à des prix qui paraissent abordables en tout cas. Mais bon, on verra ça tout à l'heure en regardant les fiches produits. Et je vois aussi là, en bas de la page d'accueil, satisfait ou remboursé. Ça, j'avoue que c'est extrêmement rare, enfin c'est vraiment pas fréquent.
Et je pense que ça prouve quand même qu'ils sont sûrs d'eux. Ils sont sûrs de la qualité de leurs produits, parce que sinon le risque commence à être grand. Vous savez, si vous n'êtes pas sûr de la qualité de votre produit et que vous faites un programme satisfait ou remboursé, vous risquez de vous retrouver avec beaucoup de stock sur les bras et pas beaucoup de soupe dans les poches. Voilà, et puis c'est pas des paroles en l'air parce qu'ils expliquent très clairement comment faire en fait, que si on a envie d'être remboursé, comment faire pour renvoyer le colis, que le retour est gratuit, et voilà, ils expliquent carrément toute la procédure, donc vous savez, vous vous confrontez pas à un service client qui n'existe pas et qui ne vous répondra jamais, et donc vous vous retrouvez avec votre produit sur les bras, et le satisfait ou remboursé, vous pouvez vous le mettre où je pense. Allons voir maintenant du côté de notre mission. On va en apprendre, je pense, un petit peu plus sur leur démarche. Si vous êtes arrivé là, c'est sans doute que vous voulez savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, ou peut-être découvrir qui on est, histoire d'être sûr de ne pas vous faire avoir. Bon réflexe. On est d'accord. Alors, leur première prise de parole, c'est sur le fait que leur mission, c'est de donner à tout le monde le pouvoir de mieux consommer. Donc, ils reprennent à nouveau le fait qu'ils fabriquent des vêtements qui sont beaux, qui sont durables, donc cette histoire de durer dans le temps, et ils reviennent à nouveau sur l'adjectif accessible. Donc là, à nouveau, voilà, on verra ça en regardant les fiches produits. Qu'est-ce que c'est accessible? Ensuite, c'est assez intéressant parce qu'ils définissent, en gros, ce qu'ils voudraient que le modèle de la mode soit. Et ils commencent par le fait qu'ils voudraient une mode qui nous apprend à moins consommer. Et ça, on revient avec ce qu'on disait tout à l'heure en analysant le compte Instagram, qui est qu'en fait, c'est une marque qui va essayer d'éduquer, qui va apporter des informations aux consommateurs pour à la fois consommer mieux, mais aussi consommer moins. Puisque voilà, une marque qui va se positionner sur la durabilité, des vêtements de qualité qui durent dans le temps, c'est pas normalement une marque qui va pousser à la surconsommation, puisque c'est vraiment deux idées qui sont antagonistes. Donc voilà, leur positionnement de produire des vêtements beaux et durables, ça va avec soutenir une mode qui va moins produire. Et d'ailleurs, ça va aussi avec leur précommande, etc. En revanche, ça s'oppose un petit peu avec ce pourquoi vous me posez beaucoup de questions à leur sujet, qui est leur façon de communiquer que vous trouvez un petit peu agressive. Alors, ça je pense que ça se nuance aussi parce que vous voyez quand on arrive sur leur compte Instagram et quand on arrive sur leur site internet, il n'y a pas comme ça de promo qui clignotent, il n'y a pas de couleur agressive, il n'y a pas d'injonction, vous savez, des verbes à l'impératif comme ça. Ça, j'ai pas vu. En revanche, là où ils sont un petit peu agressifs, c'est sur la publicité qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc c'est vrai qu'on va les voir partout. Vous savez, quand vous faites défiler vos stories Instagram, il va y avoir une petite story Asphalt qui va s'intégrer, ou quand vous faites défiler votre feed sur Instagram toujours, mais certainement sur Facebook aussi, vu leur positionnement d'un point de vue des âges, bah c'est vrai qu'ils sont là, partout et tout le temps. Donc on pourrait penser que c'est complètement antagoniste avec le fait de soutenir une production qui va être plus lente, plus petite, plus ajustée à la demande, avec aussi une consommation qui va être plus responsable, plus minimaliste. Mais en fait, je vais vous dire un truc, moi, à force, avec les années, à force de travailler avec des marques de mode éthique et responsable, j'ai remarqué que c'était les marques qui mettaient le plus le paquet sur la communication, donc qui reproduisait certains codes en fait de la publicité conventionnelle, donc c'est-à-dire arriver en masse sur les réseaux sociaux par exemple, être partout tout le temps, ben c'était celle-ci qui s'en sortait, c'était celle-ci qui arrivait en fait au moins à atteindre un équilibre pour être un peu confortable. Vous savez, on parle pas là d'atteindre une croissance infinie, de devenir un monstre. Ça, je ne sais pas si Asphalt s'est déjà prononcé là-dessus. C'est vrai que ce serait intéressant de les lire à ce sujet. Quelle est leur ambition pour Asphalt? Force est de constater qu'aujourd'hui, le consommateur n'est pas encore prêt à être moins sollicité, vous voyez, pour décider de consommer mieux. Et du coup, notre cerveau va plus facilement s'ouvrir à toutes les marques qu'on va voir, donc c'est-à-dire toutes celles qui ont le budget et communication pour être partout, quoi. Donc les Temu, vous n'arrêtez pas de me le remonter, ça aussi, on les voit absolument partout. D'ailleurs, si ça se trouve, ils seront dans une pub de cette vidéo. Je n'y peux rien, je ne choisis pas. Shein, par exemple, qui va rincer tous les influenceurs de la planète pour être partout. Enfin bref, il s'agit vraiment de se battre face à ce genre de mastodontes qui ont des budgets marketing absolument immenses. Et en fait, le problème, c'est que parce qu'on les voit partout, parce qu'ils sont partout,
Il doit y avoir un petit système de biais cognitifs qui fait qu'en fait, on se dirige vers eux plus facilement. Amazon, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on va vers eux plus facilement? C'est parce que ils sont toujours là. Ils ont toujours la réponse à tout. Quand vous cherchez un truc sur votre moteur de recherche, parce qu'ils ont acheté absolument tous les mots-clés de la planète et qu'ils ont un budget SEO super conséquent, ils sont toujours là. Toujours les premiers. Je serais vraiment très curieuse de vous entendre d'ailleurs sur le sujet. Enfin, moi je trouve que c'est passionnant parce qu'on entend peu parler d'une façon plus responsable de communiquer pour les entreprises. On parle de la façon de produire, on parle de la façon de consommer, mais la façon de communiquer, on n'en parle pas beaucoup. Donc là, ils expliquent un petit peu comment ça fonctionne, comment est-ce qu'ils conçoivent les vêtements en consultation avec leur communauté. Donc ils expliquent effectivement que ça va être pour valider tout un tas de choix, tout un tas de détails, pour voir un petit peu ce dont les gens ont besoin. Ce qui paraît important hein, quand on cherche à ne pas surproduire, c'est bien d'essayer de coller aux besoins. Et là, il y a un petit détail que je trouve intéressant. En fait, ils expliquent que pour créer le vêtement, ils s'appuient donc sur ces réponses, mais ils s'appuient aussi, et c'est ça que je trouve assez cool, sur les finitions de vêtements chinés dans des fripes qui ont passé l'épreuve du temps. Parce que c'est vrai que moi pour adorer les fripes et les vêtements vintage, donc vintage ça veut dire qu'il y a plus de 20 ans, ça c'est quand même long 20 ans, hein, mais je veux dire en fripe on retrouve aussi des vêtements qui ont 30, 40, 50 ans parfois. Ben, je peux vous dire que ces vêtements-là, c'est du durable, c'est du solide. Ensuite ils expliquent qu'ils cherchent une matière parfaitement adaptée au produit, donc il faut que la matière soit belle, confortable et surtout résistante. Donc là aussi on va aller voir ensuite dans les fiches produits quelle matière ils utilisent. Est-ce qu'ils ont banni les matières synthétiques ou pas? Est-ce qu'ils utilisent des matières qui sont certifiées? Ça, on verra ça tout à l'heure. Donc là, un petit topo sur les fabricants, donc leurs fournisseurs. Ils expliquent qu'ils leur font envoyer un questionnaire pour être sûr qu'ils sont dans la même démarche que nous en termes de qualité, de responsabilité et de flexibilité. Bon ça, moi, vous connaissez mon avis sur les questionnaires ou chartes fournisseurs, c'est évidemment pas ça qui... ça ne signifie absolument rien, en fait. Le fournisseur, il peut indiquer ce qu'il veut, il peut déclarer ce qu'il veut. Il n'y a pas de preuve, en fait, là-dedans. Et ils expliquent quand même que qu'ils rendent visite de manière régulière à leurs usines. C'est vrai que c'est important d'aller les voir. Après, c'est aussi chouette, et surtout quand on prend de l'ampleur un petit peu comme Asphalt, ils ont peut-être la capacité financière de faire intervenir par exemple des cabinets d'audit indépendants qui vont pouvoir apporter leur œil neuf et leur œil d'expert. Et après, je sais pas si ce sera indiqué plus loin, mais je ne sais pas avec combien de fournisseurs différents ils travaillent en Europe, mais s'ils travaillent avec plus de 10 ateliers différents, pour aller les voir régulièrement, ça fait beaucoup de trajets déjà, quoi. Et à mon avis, d'ailleurs, il y en a plus de 10. Et c'est vrai que là, ils expliquent de manière régulière, mais de manière régulière, ça nous donne pas trop d'indications. Donc on sait pas trop à quelle fréquence ils vont les voir, et finalement quel contrôle ils peuvent exercer sur les fournisseurs. Mais c'est vrai qu'on sait très bien, pour suivre les vidéos décryptage depuis longtemps, que c'est pas parce que le jour où on va voir le fournisseur, surtout si la visite est annoncée, c'est pas parce que ça se passe bien et que tout a l'air parfait, que en fait ça se passe réellement bien à l'intérieur de l'entreprise. Ça ne permet pas de savoir non plus s'ils utilisent de la sous-traitance quand par exemple ils sont dans des phases où il y a trop de production pour eux. C'est que ça paraît peut-être un peu léger de parler de cet enjeu social et humain qui est pour moi la priorité numéro 1 dans le fait qu'il faut repenser le modèle de la mode. Ça paraît peut-être un peu léger de juste ces 2 petits paragraphes. C'est pas juste en rendant visite comme ça à ses fournisseurs qu'on s'assure que tout se passe bien. On sait en fait que les ouvriers sur les chaînes de production textile sont pressurisés dans tous les sens, en termes de délai et en termes de coût. Il faut que ça coûte le moins possible pour pouvoir optimiser les marges le plus possible. C'est toujours la même chanson. Moi j'aime bien l'expression qui dit que ce sont elles, en fait, toutes ces personnes qui travaillent sur les chaînes de production qui sont les fashion victims. Ce sont ces gens-là qui payent le prix de nos prix bas. On le sait, et pour moi c'est la dérive numéro 1, c'est celle qu'il faut prendre à bras le corps. Il faut qu'on respecte les humains qui à un moment donné sont intervenus sur la chaîne de production de nos vêtements. Donc, juste ces petits... il n'y a pas beaucoup de phrases, en fait, pour intervenir sur cet enjeu qui, pour moi, est le plus essentiel, alors que d'habitude, ils ont quand même l'air plus loquaces sur des sujets qui représentent des enjeux autour de l'industrie textile. Ils essayent de rapprocher leur production, donc en gros d'avoir recours à un mix énergétique qui va être plus intéressant, mais bon, après, plus on va vers l'Europe de l'Est, plus on va vers un mix énergétique
carbonée, hein, donc avec du charbon. Et aussi qu'ils essayent d'être transparents, et comme ils le disent, ce n'est franchement pas facile dans cette industrie encore très opaque. Ça, c'est ce que je vous expliquais. Parfois, même pour les marques elles-mêmes, il y a des informations qui restent opaques parce que les fournisseurs ne sont pas capables ou ne veulent pas leur donner les informations. Donc c'est vraiment aux marques encore aujourd'hui de défricher le chemin, même si bon, ça va faire quelques années que c'est en train de bouger parce que les fournisseurs, les marques, tout cet écosystème commence à comprendre qu'il y a un intérêt marketing, un intérêt commercial en fait, dans le fait d'être transparent, parce que les consommateurs, nous, mesdames et messieurs, on est de plus en plus exigeants, on a besoin d'avoir des informations, donc forcément c'est donnant-donnant, l'offre et la demande, ça marche ensemble, forcément l'offre s'adapte et nous fournit les informations dont on a besoin, donc ça c'est de plus en plus facile, même si, comme ils le disent, ça reste encore très opaque et parfois, voilà, pour l'entreprise elle-même, ça reste un véritable enjeu de savoir d'où vient son tissu, comment est-ce que ça a été fabriqué, à quel endroit, par qui, etc. Mes amis, on a vraiment fait le tour de leurs déclarations sur leur démarche. Ils nous ont pas noyés sous les informations, quoi. Il y a vraiment le strict minimum. Parce que moi, ça, je comprends qu'on n'ait pas envie de noyer le consommateur sous les informations. En tout cas voilà, mais on peut grâce quand même aux arborescences des sites internet, hein, ça fait longtemps que le principe du site internet existe et de l'arborescence, il est possible de mettre des liens, vous savez, si le consommateur a envie de cliquer, c'est-à-dire d'approfondir un petit peu le sujet, il peut y aller s'il veut. S'il a pas envie et qu'il veut juste rester sur la page principale, il peut, mais s'il a envie de creuser le sujet, là on peut mettre des liens, aller creuser via, je sais pas, des articles de blog ou en tout cas d'autres pages du site qui vont approfondir une idée. On peut donner tout un tas d'informations sans donner l'impression au consommateur d'être noyé. Là, c'est vrai que objectivement, maintenant que j'ai terminé cette page Notre mission, il n'y a pas grand-chose. Après, il paraît que les fiches produits d'Asphalt sont quand même assez fournies. Donc on va aller voir ça et on va aller du côté des femmes, du coup, pour voir un petit peu comment ça se passe de leur côté. Alors, on va voir le e-shop. Donc là, en ce moment, il y a cette robe pull qui est en précommande. Qu'est-ce qu'on nous dit sur elle? 100% laine mérinos ultra douce. Tac tac, ok. On va jusqu'au 3XL. Donc vous voyez, autant dans la représentation, des mannequins qu'ils choisissent, il n'y a pas du tout de diversité des corps, autant là, pour le coup, proposer du 3XL, c'est proposer quand même une grande gamme de tailles. Et ça aurait été dommage et presque grave qu'ils ne le fassent pas, puisque ils sont sur des précommandes. Donc quelque part, ils ne prennent aucun risque en fait à proposer des grandes tailles, puisqu'ils n'auront à produire que les grandes tailles qui auront été commandées. Donc il n'y a pas cette histoire de risque à produire. Je vous renvoie, si vous voulez, vers la vidéo que j'avais faite sur les grandes tailles dans la mode éthique, puisque c'est un réel sujet. Les grandes tailles sont bien souvent absentes. Et il y a des raisons. J'avais fait cette vidéo avec des créatrices de mode éthique, en m'appuyant sur leur discours et sur leur expérience, puisque finalement moi je ne suis qu'un pont entre elles et vous, je ne suis qu'un vecteur d'information, mais je n'ai pas l'expérience. C'était une vidéo qui était très intéressante, qui permettait de mettre beaucoup de nuances dans le discours, de mieux comprendre en fait, donc je vous remets ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller creuser ça. Donc la première chose sur cette fiche produit, c'est qu'ils expliquent pourquoi en fait ils ont conçu cette robe. Donc évidemment c'est en s'appuyant sur les réponses et les questionnaires qu'ils ont envoyés à leur communauté, mais déjà je trouve que c'est assez intéressant parce que du coup on revient à pourquoi cette robe existe. Pourquoi est-ce qu'on l'a produite? Il y a une raison, c'est parce que ça répond à des problématiques qui ont été soulevées, donc cette robe répond à un besoin. Elle est légitime à exister, si on peut dire, légitime à être produit. Et ça, c'est déjà pas mal, en fait. Au niveau de la matière, on est sur du 100% laine de mérinos. Alors, est-ce qu'ils vont nous parler d'un label qui va certifier la laine? Oui, elle est certifiée RWS, donc ça, c'est un label qui va promouvoir les conditions de vie du mouton. Donc ça veut dire que le mouton n'a pas été maltraité dans toute cette histoire. Et aussi que les conditions d'élevage du mouton n'ont pas eu d'impact négatif sur l'environnement. Donc c'est un label qui est vraiment intéressant si on souhaite porter de la laine de première main. C'est un label par exemple qui va garantir qu'il n'y a pas eu de mulesing sur le mouton. Vous savez, c'est cette pratique qui consiste à retirer la queue des moutons pour prévenir l'apparition d'une éventuelle maladie. Mais le problème en fait, c'est que bien souvent, ces mutilations, elles se font sans anesthésie, elles se font avec aucun respect
du bien-être animal. Donc c'est un réel problème quand on cherche à acheter un pull en laine, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Si le bien-être animal fait partie de nos priorités de consommation, il faut chercher une laine qui n'a pas participé à ce genre de pratique. Alors, on part cette fois sur la traçabilité de cette robe pull. Alors, tout commence Nouvelle-Zélande, Australie, Amérique du Sud ou Afrique du Sud, donc ça, c'est l'élevage, c'est la laine, donc on n'est pas sur une laine locale, c'est dommage parce que on a de belles productions de laine en France qui méritent d'être soutenues, et c'est en plus dans ce genre de pays, c'est avant tout Nouvelle-Zélande, Australie, où le mulesing est une pratique, on va dire, très, très habituelle, très répandue, donc c'est surtout, voilà, quand la laine vient de ce genre de destination, qu'il faut s'assurer qu'on est bien sur une laine qui ne soutient pas ce genre de pratique. La préparation de la laine, ensuite, qui se fait dans les mêmes pays, parce que vous savez que la laine, on peut pas directement aller la tricoter pour en faire un pull. Cette laine, elle a besoin d'être lavée, elle a besoin d'être traitée, parce que ça reste une matière vivante, donc quelque part, si vous ne la lavez pas, si vous ne la traitez pas, et là, c'est aussi intéressant de savoir comment elle a été traitée, puisqu'il y a des moyens de traitement qui sont plus écologiques que d'autres. C'est une matière qui va aussi être amenée à se décomposer, forcément, comme toute matière vivante, donc elle a besoin d'être préparée. La teinture, ça se fait en Italie, donc on a même le nom du fournisseur. La filature, toujours en Italie, et donc là, on nous donne certains labels, donc je sais pas exactement ce que ça veut dire. On nous donne GRS, FSC, Natural Textile Best, ça je connais pas, et RWS, donc je sais pas exactement ce que ça signifie. Je pense que ça veut dire que cette filature produit des fils qui sont labellisés GRS ou labellisés RWS, parce que on peut pas être les deux, GRS, vous le savez, c'est un label qui vient garantir qu'il y a au moins 50% de fibres recyclées à l'intérieur du fil. Donc RWS, on l'a vu, c'est pour certifier la laine. FSC, c'est pour certifier que le bois, donc là notamment pour les fibres artificielles, que le bois est issu de forêts gérées durablement. Nature Textile Best, ça je ne connais pas. Je trouve ça un petit peu bizarre de balancer comme ça tous les labels de cette filature, puisque là, en l'occurrence, il n'y a que RWS qui les concerne pour cette robe pull. Enfin, là, j'ai l'impression que ça induit un petit peu le consommateur en erreur, puisqu'on a l'impression, et si on n'y connaît rien, que tous ces labels sont appliqués au fil qui va rentrer dans la composition de la robe. Or, pas du tout, c'est juste... là, en l'occurrence, RWS. Le tricotage se passe ensuite au Portugal, la fabrication aussi. Là, on voit que c'est un atelier qui est certifié ISO 9001. Ça, il y a quand même pas mal d'entreprises qui jouent avec cette histoire de normes ISO. Des normes ISO, il y en a plein. En fonction du nombre qui suit ISO, ça peut vouloir dire tout un tas de choses. Là, en l'occurrence, ISO 9001, c'est une norme qu'on retrouve souvent quand on s'intéresse à des endroits, à des ateliers qui produisent. Ça vient intervenir sur une garantie de qualité du produit qui est fabriqué. Il ne s'agit pas d'un label qui vient certifier le côté social, humain, conditions de travail dans les entreprises. Et il y a pas mal de marques, je le sais, qui joue là-dessus, ça n'a aucun rapport. On a l'impact environnemental du produit, ça c'est quand même une sacrée recherche, et c'est un investissement aussi pour la marque de proposer ces informations-là, puisque ils les sortent pas de leur chapeau. Je suppose qu'ils ont qui travaillent avec un cabinet qui leur permet d'obtenir ces chiffres. On se rend compte en fait que, parce qu'on a tendance à l'oublier, que les objets du quotidien, les objets qui nous entourent, pour être produits, ça représente un impact carbone qui est quand même assez important. C'est aussi pour ça qu'il faut chercher à moins produire et à moins consommer, vous comprenez? Il y a ensuite le jean ultime, donc là on voit combien de pièces ont été fabriquées, il y en a 1835, et on voit qu'il est soldé, parce qu'à mon avis ça correspond au surplus de stock, vous savez, aux 5% de stock qu'ils ont produit en plus, au cas où il y aurait des problèmes de taille. On est en 100% coton bio, une toile italienne qui va se patiner. Donc tant que faire se peut, il faut choisir du coton qui est certifié bio, même si vous le savez, on en a déjà parlé par ici, il y a plus de coton bio qui est vendu dans le monde que de coton bio qui est produit. Il y a de vrais sujets autour du coton bio, il y a du coton qui n'est pas cultivé en agriculture biologique qui est vendu comme tel, parce que il y a des petits billets sous les manteaux qui se passent, et des personnes qui réussissent à avoir un certificat alors qu'ils n'ont pas été audités, par exemple, des choses comme ça. On dit que tous les labels sont concernés, mais que le label GOTS reste quand même celui qui est le plus
sûr et exigeant. Là d'ailleurs, je sais pas s'ils vont nous préciser quel label ils ont choisi pour le coton, peut-être tout à l'heure. Donc là, on nous explique que la culture du coton s'est faite au Brésil, et donc il s'agit pas du label GOTS, mais il s'agit de ce qu'ils appellent le label Regenagri. C'est a priori un label d'agriculture régénératrice, une initiative visant à assurer la santé de la terre et la richesse de ceux qui y vivent. Donc ça, on est d'accord, hein, l'agriculture régénératrice, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister, puisqu'on peut faire de la culture biologique sans qu'elle soit régénératrice, donc c'est-à-dire en appauvrissant le sol quand même. Je connais pas le label Regenagri, après, faudrait chercher, faudrait faire des recherches pour voir exactement ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, dans l'idée, ça reste intéressant. Ensuite, pour filature, teinture et tissage, ça se passe en Italie, donc chez le fournisseur dont on a parlé juste avant. Donc là, pareil, il balance tout un tas de labels, mais ça ne concerne évidemment pas leur jean à eux. À nouveau, je comprends pas très bien l'utilité de tout préciser comme ça en bloc. Moi, j'ai plus l'impression que ça ne peut que perdre et donner une fausse idée aux consommateurs, je trouve. En fait, le problème, c'est que tout est mélangé, parce que les normes ISO, c'est intéressant d'en parler, parce que là, ça concerne, en revanche, l'atelier avec lequel ils travaillent. Mais vous voyez, par exemple, GRS, ça va concerner les fils, ou RCS, ou OCS, ça va concerner le fil qui sort. Donc, et là en l'occurrence pas le leur, donc c'est ça qu'en fait que je trouve un peu confusant. Et par contre, tout ce qui va être les normes ISO, par exemple la norme ISO 45001, ça va concerner les conditions de travail. La norme ISO 14001, ça va être plus le côté environnemental, et on retrouve par exemple la norme ISO 9001. Enfin ça pour le coup c'est intéressant de le préciser, parce que c'est des certifications qui concernent l'atelier de production. Et là, dis donc, ce pull parfait, il a été précommandé 11 600 fois. Je vous laisse imaginer, c'est énorme, c'est fou. Donc pour la laine, elle vient d'Afrique du Sud. Ils précisent là qu'ils connaissent chaque ferme d'où provient la laine. Ils donnent un label là, Abelouzi Wool, et en fait ils expliquent que ça certifie que c'est mulesing free. Ça, je vous avoue que je sais pas, c'est quand même à vérifier, parce que je connais pas du tout, enfin à mon avis c'est pas un label, c'est juste ce type de laine là, et je sais pas, là ça demande de se renseigner un petit peu plus. Donc après, ça veut pas dire évidemment que ça se passe pas vraiment comme ça, c'est-à-dire que Abelouzi Wool fait en sorte de vraiment sélectionner une laine de qualité qui a été produite dans de bonnes conditions d'un point de vue bien-être animal et environnemental. Enfin voilà, moi je suis pas là-bas, donc je peux pas vous dire. Mais cela dit, c'est dommage de le présenter comme un label social et environnemental, en plus en utilisant Abelouzi Wool, enfin je veux dire... Évidemment, quand on n'y connaît rien, on peut se dire que c'est vraiment un label qui vient certifier la laine et l'absence de mulesing. Non, c'est pas ça, c'est juste le nom de leur fournisseur qui s'appelle comme ça, et qui déclare travailler comme ça. Donc en fait, c'est juste dommage, je trouve, de le présenter comme un label, comme si c'était une preuve, comme s'il y avait une assurance, une garantie. Non, c'est pas une assurance ni une garantie. En revanche, c'est pas pour autant que le travail n'est pas bien fait. Ensuite, la filature, ça se passe en Italie. On retrouve ici la norme ISO 14001, la teinture en Pologne, le tricotage et la confection au Portugal. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à la fin, ils mettent une vidéo sur le fait qu'ils sont allés en Afrique du Sud rencontrer les éleveurs avec qui ils travaillent pour donc ce pull. Et donc là voilà, en fait c'est le fait qu'ils s'y rendent, ça peut effectivement leur permettre d'avoir une assurance, une garantie supplémentaire par rapport à leur matière. Il faut de la nuance, on n'est pas obligé d'avoir des preuves partout. Je sais qu'il y a des gens qui veulent absolument des preuves partout, mais les preuves ça coûte cher, les labels ça coûte cher, les audits de cabinets indépendants ça coûte cher, ça rajoute toujours au coût de revient tout ça. Donc tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des preuves pour tout. Et parfois, juste serrer la main de quelqu'un et le regarder dans les yeux et le croire, ça suffit. Mais il faut présenter l'information de façon juste, de façon vraie, et surtout quand on a cette ligne éditoriale comme ils ont, cette démarche de transparence. Je vais essayer de regarder si je trouve de la matière synthétique. Qu'est-ce qui pourrait s'y prêter? En tout cas, j'ai beau regarder, parce que forcément, voilà, comme il fonctionne avec un système de précommande, il n'y a pas 45 produits qui sont vendus. J'ai pas l'impression, en tout cas, que sur les produits qui sont actuellement vendus, on retrouve de matière synthétique. J'ai même l'impression qu'on retrouve des compositions qui sont
100% d'un seul et même matériau. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai trouvé que du coton bio et de la laine mérinos. Les tissus qui sont monomatières, c'est des tissus que aujourd'hui on va savoir recycler, alors que les tissus qui vont être plurimatières, donc par exemple des laines avec du polyamide par exemple, ou enfin en tout cas voilà, des mélanges, n'importe lesquels, c'est quelque chose que aujourd'hui, avec les compétences et la technique qu'on a, on a beaucoup plus de mal à savoir recycler. Donc ça, c'est vraiment à tenir compte aussi. À partir du moment où on produit, où on conçoit un vêtement, il faut directement penser à sa fin de vie. Et le fait de mélanger des matières, forcément, ça va rendre son recyclage et donc sa fin de vie un petit peu plus problématique. Dans ma recherche pour voir un petit peu au niveau des matériaux, j'ai cliqué sur ce blouson coupe-vent. Ça, c'est du côté homme. Je vois qu'il parle de tissu ventile bio déperlant. Donc là, bon, le bio, on va voir de quoi il s'agit. Mais en tout cas, ce côté déperlant, il provient pas de la nature. Hein. Il n'y a pas comme ça de matière naturelle qui permet d'avoir l'eau qui glisse comme ça dessus. En général, ça sous-entend du synthétique. Donc ça peut être du synthétique recyclé. Ça, on va voir quel choix ils ont fait. Mais c'est aussi pour revenir toujours sur ce côté un petit peu nuance, c'est que les matières synthétiques, ça peut avoir une utilité en fait. Là, dans ce cas-là, dans le cas d'un blouson coupe-vent, voire coupe-pluie, puisque c'est déperlant, ça peut être utile en fait de se servir de cette fonction-là. C'est dommage en fait de retrouver des matières synthétiques, par exemple, dans un pull qui peut être uniquement en laine ou uniquement en coton si on souhaite pas porter de matière animale. Ça peut être intéressant de retrouver de l'élastane dans un jean qui va être slim et donc qui va épouser le corps, dans des affaires de sport qui vont devoir épouser le corps et être légères aussi, enfin, il y a quelques applications en fait où ça trouve du sens, de l'utilité. Donc là ils expliquent que la doublure, donc vous savez le tissu intérieur, c'est du coton organique. Alors ça, en français, hein, coton organique, ça ne veut pas dire grand chose non plus, parce que vous savez en anglais pour dire coton biologique, on dit organic cotton. Donc est-ce que c'est ça qu'ils ont voulu dire, ou est-ce que c'est juste une façon de se moquer un petit peu de nous et de balancer comme ça un adjectif qui fait penser à du coton bio sans que ça le soit, je ne sais pas, ça on verra aussi au niveau des labels. Et donc au niveau de la traçabilité, donc de la chaîne de production, ils parlent de la récolte du coton qui se fait en Égypte, label matière biologique garantissant également le respect des droits humains. Ah ça c'est chouette, ils expliquent que pour des questions de trademark, ils n'ont pas le droit de citer ce label, mais il s'agit du plus exigeant pour ce qui touche à l'agriculture biologique dans le textile, il s'agit du label GOTS. Effectivement en fait, ça je vous en parle pareil souvent dans les vidéos décryptage, une marque n'a pas le droit de se prévaloir du label GOTS quand c'est juste le tissu qui est labellisé, enfin le tissu ou là en l'occurrence juste le coton. En tout cas quand c'est uniquement une étape de la chaîne de production qui a été certifiée GOTS. En fait le label GOTS il est tellement exigeant que ils ne veulent que on ne puisse l'utiliser que quand c'est le produit final qui peut être labellisé GOTS. Ça veut dire que toutes les étapes de la chaîne de production répondent à ce cahier des charges. Donc effectivement, là, ils n'ont pas le droit de communiquer sur le fait qu'il s'agit du label GOTS, mais c'est une manière très futée de décrire pour qu'on comprenne. La filature, ça se passe en Égypte, le tissage du coton, ça se passe en Italie, mais attendez, mais j'hallucine un petit peu, là, on est en train de nous parler que du coton, on n'est pas des pigeons, on sait très bien qu'il y a une matière synthétique qui rentre à un moment donné, je veux dire, le blouson bio déperlant, je ne sais pas quoi, c'est pas du 100% coton là, on n'est pas en train de rigoler les gars. Attends, c'est pas possible, j'hallucine, c'est pas possible, ça peut pas être que du coton bio. Écoutez, j'ai lu trop vite et j'ai été mauvaise langue, je suis estomaquée parce que je suis en train de découvrir, en fait pas du tout, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de matière synthétique dans la confection de ce blouson. Parce qu'en fait, ils expliquent que c'est du Ventile, donc c'est une marque déposée. C'est une toile de coton très serrée qui gonfle au contact de l'humidité, et en fait c'est ça qui permet ce que l'eau ne passe pas. J'ai regardé rapidement, ça demanderait plus de recherche, parce que ça fait déjà plus de 2 heures les gars que je suis en train de tourner cette vidéo, donc mon cerveau commence à fatiguer, et je commence à avoir faim aussi. Donc j'ai pas trop de temps là pour me renseigner sur cette matière-là, mais je suis quand même allée regarder. Et à première vue, il n'y a pas non plus de traitement synthétique ou chimique qui est fait sur ce coton-là
pour le rendre ventile. C'est vraiment une façon de le tisser particulière et aussi un coton particulier avec de longues fibres. Et pour en revenir d'ailleurs sur le prix, forcément, on l'a dit, accessible de manière absolue, ça n'existe pas. On est obligé là de parler de relatif, c'est-à-dire en sachant tous les efforts qui sont mis d'un point de vue de la production, des choix de production, donc le matériau, le choix de tous les fournisseurs sur la chaîne de production, etc. Forcément, ça revient à des coûts de revient élevés, même si, comme on l'a dit, ils bénéficient aussi d'économies d'échelle qui certainement leur permettent de baisser un petit peu les coûts et donc peut-être de baisser aussi les prix. Mais voilà, là par exemple, ce prix en précommande, moi, d'un point de vue psychologique, parce qu'on est tous différents forcément sur nos prix psychologiques, mais en tout cas, vu là, moi, ce que je suis en train de découvrir, c'est-à-dire qu'on est sur un tissu déperlant 100% naturel qui est fabriqué en Europe, bah moi, c'est un prix que je juge, pour le coup, accessible, mais évidemment compte tenu de tout ce que je sais. Forcément. Vraiment ravie par ce décryptage, franchement ça fait plaisir de passer un petit peu de temps comme ça à décortiquer la démarche d'une marque qui a l'air quand même plutôt pas mal alignée à son discours, qui est déjà très engagée, puisqu'il y a vraiment tout ce pan moi que je trouve vraiment très intéressant de produire en fonction des besoins grâce à la précommande et en même temps éduquer le consommateur sur tout un tas d'enjeux, tout un tas de sujets pour qu'il comprenne en fait pourquoi est-ce qu'il faut consommer de cette façon et arrêter de soutenir le modèle de la mode préexistant. Donc ça, moi, je trouve ça très intéressant et en même temps, comme on l'a dit au début, ça reste un risque et de gros efforts pour une marque d'insister sur ce genre de sujets qui sont pas extrêmement sexy. Vous savez, par exemple, les vidéos décryptage, vous êtes plein à me dire que c'est d'utilité publique, certes, mais vous voyez, c'est pas le genre de vidéo qui fait des millions de vues. Pourquoi ? Parce que ça vient creuser des sujets qui sont quand même assez complexe, assez long aussi à dégrossir et à nuancer. Encore une fois, la nuance, c'est pas très vendeur. D'un point de vue des matières utilisées, je suis vraiment très agréablement surprise parce que j'ai pas trouvé de synthétique à part dans ce fameux boxeur, mais bon, encore une fois, je trouve ça normal. J'ai fait une découverte exceptionnelle, donc vous pouvez être sûr que cet après-midi, je vais me renseigner sur le ventile, ça a l'air hyper intéressant comme matériau, ça a l'air, c'est 100% coton, c'est fabriqué en Suisse, donc vraiment très chouette. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que j'ai l'impression que de temps en temps, ils essayent de rajouter trop d'informations, notamment, vous savez, préciser tous les labels qui sortent de tous leurs fournisseurs alors que ça les concerne pas. Moi, je trouve que c'est plus confusant et quelque part que ça peut même tromper le consommateur. Un consommateur qui aurait pas forcément toutes les clés pour tout comprendre, il voit 10 labels affichés sous tous les fournisseurs, il se dit « waouh, c'est trop bien », alors qu'en fait, finalement, il y en a que 3-4 qui l'intéressent sur les 10, quoi. Ensuite, c'est vrai que c'est toute la partie sociale et humaine où, je vous l'ai dit, juste ces 2 petits paragraphes dans la partie mission, alors que c'est un sujet tellement important. Moi, je trouve ça un peu ledge, de manière générale, même, il n'y a pas, de contre-visite avec des audits indépendants, par exemple, alors je sais pas, hein, je suis pas dans leurs petits papiers, ni dans leurs comptes financiers, mais moi j'ai l'impression que la manière dont ils se développent, ils pourraient aussi développer ça, parce que ok, ils font des tests sur la résistance de leur matière, etc., mais s'assurer que tout le monde est heureux sur les chaînes de production, ça me paraît vraiment la base de la base et le plus important même de tout. Mais sinon, très intéressant comme décryptage, vous me direz ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas comme d'hab dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires s'il y a des marques, des entreprises qui vous posent question. Comme d'habitude d'ailleurs dans la barre d'infos, j'ai répertorié tous les décryptages que j'ai déjà fait sur cette chaîne, donc peut-être que la marque sur laquelle vous vous posez des questions, on l'a déjà décryptée par ici. Même si, c'est vrai que quand ça fait 2 ans, 3 ans, ça mériterait un nouveau décryptage. Peut-être qu'on fera ça un de ces jours. Mais en tout cas, si vous avez d'autres idées de démarches, de marques à décrypter, n'hésitez pas, je vous lis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous avez passé un bon moment avec moi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.